Alors, il y a une question qu'on me pose très souvent, c'est qu'est-ce que c'est qu'un adolescent à risque, ou parfois formulé d'une autre façon, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent difficile, ou des choses de ce genre-là. Je dirais c'est à la fois facile de répondre, à la fois très compliqué, parce que je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans des définitions. Et les définitions sont dangereuses. Par exemple, je dirais, si j'étais un adolescent, que vous êtes éducateur ou psychologue ou directeur d'institution, je viens chez vous et je vous dis, bah écoute, voilà, j'ai agressé des petites vieilles sur le trottoir, j'ai racketté des gars, j'ai vendu, j'ai dealé, j'ai cogné sur des gens, j'ai volé plein de trucs, mais voilà, écoute, j'en ai marre de cette violence, je voudrais vraiment arrêter, je voudrais m'asseoir, je voudrais parler avec toi, je voudrais causer et je voudrais changer. Ma question c'est toujours, est-ce que vous considéreriez cet adolescent comme un adolescent à risque? Est-ce que vous le considéreriez comme un adolescent difficile? Je pense que non. Et je crois que finalement, la raison pour laquelle j'ai un peu de mal avec l'appellation adolescent difficile, c'est sans doute parce que je pense que les adolescents difficiles sont d'abord et avant tout des adolescents difficiles à aider. Je crois que le problème n'est pas l'adolescent difficile, le problème est que nous n'arrivons pas à l'aider. Et c'est ça qui, à mon sens, fonde la notion de l'adolescent difficile, c'est qu'il ne veut pas qu'on l'aide, et que dès lors on le perçoit de mauvaise volonté, on le perçoit opposant, et très souvent on imagine qu'il est un offensif, un agressif, un agresseur, alors que la plupart du temps, la plupart des situations dans lesquelles j'ai travaillé sont des adolescents en grande souffrance qui ont beaucoup de situations traumatiques dans leur vie et qui ont vécu des stress extrêmement précoces, extrêmement violents, qui les ont abîmés. La deuxième chose que je voudrais dire lorsque j'ai en face de moi des gens qui me disent il faut punir, la punition est une chose qui fonctionne, il faut que les adolescents intériorisent la loi du père de manière à ce qu'ils fabriquent un respect de la règle, etc. etc. Je réponds, en tous les cas, moi, avez-vous réfléchi au fait que les adolescents qu'on enferme, ces adolescents qu'on punit, ces adolescents à qui on n'offre que de la contention, qui passent parfois des heures dans des cellules, avez-vous pensé que ces adolescents étaient les adultes et les parents de demain? Avez-vous imaginé ce que nous fabriquons et avez-vous imaginé ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants? Nous sommes plusieurs dans le champ de la formation, Jean-Paul Gaillard, Guy Oslos, Guy Hardy, pour vraiment ne citer qu'eux, mais il y en a beaucoup d'autres qui, comme moi, commencent réellement à se poser des questions sur la transmission générationnelle des traumatismes et la transmission générationnelle du phénomène de placement. Lorsque vous avez l'occasion de rencontrer plusieurs institutions et visiter plusieurs institutions, que vous avez la chance de les aider et qu'ils vous laissent ouvrir les dossiers, vous êtes tout de même surpris de constater qu'il y a environ 40 à 50% de ces enfants dans les institutions qui possèdent au moins un parent à la génération précédente qui a vécu le placement. Et donc, il existe pour moi une question fondamentale, la question la plus difficile, je pense qu'on puisse se poser, est celle-ci.
Que dois-je faire en tant qu'éducateur? Que dois-je faire en tant qu'équipe éducative? Que dois-je faire en tant que professionnel de la santé pour que le jeune et l'adolescent que j'ai en face de moi aujourd'hui ne replace pas ses enfants plus tard? C'est la question la plus compliquée qu'on puisse se poser. C'est la question la plus torturante qu'on puisse se poser. Et on n'y arrive sans doute jamais à y répondre totalement. Parce que si on y répond, on répond forcément à tout. On répond à qu'est-ce qu'il faut qu'il acquiert comme émotion, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait comme sens parental, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait comme sens moral, comment va-t-il s'intégrer dans la société, comment va-t-il gagner de l'argent, comment va-t-il intégrer une relation amoureuse, comment va-t-il faire confiance en la vie, toutes ces choses que nous n'avons pas l'habitude de penser parce que nous sommes issus de catégories d'enseignements qui ne nous ont pas appris à penser comme ça. Moi, je fais partie d'une génération qui a été façonnée à ne penser que jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, tout le programme éducatif est façonné jusqu'à 18 ans et jusqu'à 20 ans, et comme s'il n'y avait rien après. Et je pense que nous devons penser beaucoup plus loin. Et nous devons aussi admettre, avec les notions nouvelles des neurosciences qui aujourd'hui nous disent les stress précoces laissent une empreinte génétique, les traumatismes créent des mémoires traumatiques dans le système de la peur, dans les niveaux associatifs, dans des tas de places du cerveau et même sans doute du corps. Nous devons admettre aujourd'hui que dans nos institutions, probablement, nous avons les enfants qui ont été le plus stressés, le plus marqués, le plus bouleversés par les violences, par la menace, et que tous les systèmes éducatifs qui utilisent le chantage au renvoi, la menace de punition, la menace d'enfermement, la menace de frustration, la carence éducative, tous les systèmes éducatifs qui enseignent qu'il ne faut pas donner d'émotion, qu'il ne faut pas donner de sensibilité et qu'il ne faut pas utiliser ces émotions dans le travail et qu'il ne faut pas travailler avec les familles. Je pense que tous ces systèmes sont, hélas, dans l'erreur. Je pense que nous devons réfléchir à des solutions éducatives qui ne vont pas dans le sens du respect de la règle, qui ne vont pas dans le sens du rappel à la loi, mais qui vont dans le sens de fabriquer un sens moral. Si vous ne volez pas, si vous ne tuez pas, ce n'est pas parce qu'il y a des lois pour vous interdire de le faire, c'est parce qu'il y a des choses construites dans votre cerveau qui vous empêchent de le faire. Ces choses qui vous empêchent de le faire sont des émotions sociales, qui inhibent des comportements antisociaux et qui valorisent des comportements sociaux, d'empathie, etc. Ces émotions sont développées de façon affective, elles sont développées de façon relationnelle. Il faut, pour développer ces émotions sociales et ce sens moral, il faut faire l'expérience d'un lien positif qui vous développe. Et en ce sens-là, nous sommes plusieurs à penser que l'outil principal pour approcher les adolescents les plus abîmés, les adolescents les plus dangereux ou les adolescents les plus en danger est effectivement dans le cadre d'un lien positif développemental. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe extraordinaire à Bruxelles. J'ai eu la chance de développer de 1990 à 2005 une expérience avec une institution à Bruxelles qui encadrait des adolescents à très haut risque et en grande difficulté. Et nous avons un jour décidé, dans le cadre de cette institution, nous avons décidé à l'unanimité de ne plus utiliser le chantage au renvoi, la menace au renvoi. Pendant plus de 10 ans, aucun adolescent, un tiers nous venait de psychiatrie, un tiers nous venait à peu près de toutes les institutions qui les renvoyaient, et un tiers venait du secteur judiciaire belge.
sur tous les adolescents que nous avons eus pendant plus de 10 ans, probablement à 11 ou 12 ans, quelque chose comme cela, nous n'avons jamais renvoyé un seul de ces adolescents. Par ailleurs, pendant les 5 dernières années où j'ai été directeur dans cette institution, la punition n'était plus appliquée. Et je veux vous dire simplement ceci. En 10 ans, 11 ans de cette expérience qui a montré que c'était possible, tout simplement, qu'avec des adolescents très abîmés, cette approche est praticable, qu'elle existe et qu'il y a moyen peut-être de le faire de tas de façons différentes. Je veux vous dire aussi que pendant ces 10 ans, il n'y a pas eu d'agression sur un adulte. En fait, nous étions parvenus, sans le savoir, à complètement abaisser la violence institutionnelle parce que nous avions arrêté de stresser les jeunes dans l'institution, de les menacer, et du coup, ils vivaient une expérience de sécurité, ils étaient beaucoup moins agressifs, et vous pouvez facilement imaginer que très rapidement, le règlement s'est mis à disparaître dans l'institution et que nous avons pu montrer avec énormément de bonheur et grâce à l'exercice de professionnels fantastiques qui étaient dans une expérience fantastique, nous avons pu montrer que le lien émotionnel était 1000 fois plus porteur de contenance et de règles que tous les règlements et toutes les lois institutionnelles qui peuvent exister. Et je pense que c'est un grand message d'espoir pour tout le monde et pour tous ces adolescents.